Bonjour. Aujourd'hui, c'est une très belle journée parce que c'est notre remise de diplôme. C'est la consécration de mon brillant parcours scolaire. Désormais, 40 ans de carrière, 40 ans de responsabilité. Et je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, être intelligent. Et puis surtout, gagner de l'argent. Et puis, peut-être que dans 30 ans, je serai ici même, dans ce même amphithéâtre, à la place de mes parents, pour assister à la remise des diplômes de mes propres enfants. Pourtant, dans 30 ans, nous serons aussi en 2052. Les rapports du GIEC et de l'IPBES sont sans appel. Nous devons résoudre en 30 ans le défi écologique. Un défi existentiel et civilisationnel dont l'enjeu est la possibilité même de soutenir la vie. Effondrement de la biodiversité, déstabilisation des écosystèmes et par ricochet de la société, famine, migration forcée, guerre jusqu'à la mort de millions de personnes. Avec tout ça, dans quel futur suis-je censée me projeter ? Tu penses que tout cela n'aura aucun impact sur ta vie professionnelle ? En fait, avec tes projets de carrière tout faits, t'es un peu dans le déni, non ? Aujourd'hui, le déni n'est plus une option. On ne parle pas d'un futur incertain, hypothétique, de peut-être, de scénarios improbables. On parle d'aujourd'hui. On parle de la famine à Madagascar, de la montée des eaux au Bangladesh, des canicules mortelles en Inde et au Pakistan, de la pollution en Chine, des méga-incendies en Australie et au Canada, de la déforestation en Amazonie, des inondations en Belgique et en Allemagne, de la fonte des glaciers et des températures records à nouveau cet été en France. Tout cela se passe aujourd'hui. La crise écologique est déjà bien installée. L'effondrement de la vie est déjà en cours, y compris l'effondrement de la vie humaine. Car la crise environnementale n'est pas qu'environnementale, elle est aussi sociale. Notre système actuel, capitaliste et de surconsommation, celui-là même qui est responsable des dérèglements environnementaux, est aussi responsable d'inégalités inacceptables. Ces inégalités entre pays et au sein des pays, entre classes sociales, ne seront qu'aggravées par la crise écologique. Les plus pauvres, par manque de moyens pour s'adapter, sont les plus exposés au dérèglement climatique. Ils en sont aussi les moins responsables. Il paraît inimaginable que la sobriété qui est nécessaire soit portée par ceux qui, en France aussi, ont déjà du mal à se loger, se chauffer, se nourrir. Malgré les multiples appels de la communauté scientifique, malgré les changements irréversibles d'ores et déjà observés, nos sociétés continuent leur trajectoire vers une catastrophe environnementale et humaine. Et moi, dans tout ça, je fais quoi ? On m'a dit que la société avait investi en moi, qu'elle avait investi dans ma formation dans cette école. Puis on m'avait dit qu'en tant qu'élite de la nation, j'avais vocation à exercer à des postes de haut niveau. Et on m'a dit que c'était bien car j'aurais l'opportunité de faire entendre ma voix, de changer les choses en imposant des décisions que je jugerais justes et vertueuses. Et puis on m'a dit que j'aurais de l'impact. Mais est-ce que c'est vrai ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en tant que personne exerçant un poste de haut niveau, mon potentiel de nuisance environnementale sera probablement bien plus élevé que la moyenne. Et puis, faut dire que certains de nos anciens l'ont déjà illustré, et certains l'illustrent même encore maintenant. Il n'est plus possible d'ignorer l'urgence écologique et sociale. Encore moins notre possible rôle dans son aggravation, comme dans les réponses à y apporter. Alors saisissons cette responsabilité maintenant. Ce sombre tableau n'est pas une fatalité. Ok, mais que faire durant les 40 prochaines années ? Faut-il quitter le wagon de première classe le plus vite possible pour ne pas dérailler ? Quel futur pouvons-nous envisager qui ne soit pas celui envisagé par nos parents, mais que nous pouvons construire tous ensemble ?
Aujourd'hui, pour nous toutes et tous dans cette salle, et pour tous les X au dehors, il est urgent d'accepter d'ébranler toutes les certitudes qui ont pu nous animer jusqu'à aujourd'hui. Il est urgent d'entamer un virage radical, de sortir des rails sur lesquels nous installe insidieusement notre diplôme et notre réseau. Il est urgent d'accepter de renoncer à notre petit confort, un confort certes rassurant, mais délétère. Car tenter de résoudre à la marge des problèmes, sans jamais remettre en cause les postulats mêmes du système dans lequel nous vivons, ne suffira plus. Aussi, devons-nous questionner les mots que nous employons pour leur redonner du sens. Le flou artistique de certains indicateurs de soutenabilité ne devrait-il pas me faire suspecter une certaine malhonnêteté intellectuelle? Les termes développement durable, transition écologique, ne sont-ils pas devenus des expressions à la mode, galvaudées, plutôt que des véritables concepts porteurs de changement? Perdons cette illusion. On ne négocie pas avec les limites planétaires et climatiques, encore moins à renfort de greenwashing et d'entourloupe sémantique. Il est crucial, aujourd'hui, d'élargir nos champs de vision, d'élargir nos champs d'écoute, de regarder le mur dans lequel nous fonçons et de réfléchir aux trajectoires que nous pouvons prendre pour l'éviter. Il est plus que crucial de critiquer, de dénoncer, d'oser s'opposer, de regarder les blocages auxquels nous faisons face, de les pointer du doigt, ces blocages qui nous empêchent d'avoir le niveau d'ambition nécessaire face à l'urgence écologique. Ces blocages sont d'ordre structurel, organisationnel, systémique. L'incapacité des banques à financer la transition écologique est-elle simplement le résultat de quelques mauvais indicateurs? Ou révèle-t-elle au contraire l'incompatibilité fondamentale entre nos objectifs climatiques et la recherche constante de rendement, de rentabilité? Ces blocages, enfin, ils sont aussi personnels. Et c'est sur ces biais que nous devons essayer de mettre le doigt. Notre formation nous permet d'aborder la situation avec un regard scientifique et critique. Mais elle favorise deux biais majeurs dont nous devons prendre conscience. Le premier est lié à notre posture d'ingénieur qui nous pousse à vouloir trouver à tout prix des solutions techniques aux problèmes. La technologie à elle seule, que cela soit bien clair, ne nous sauvera pas. Et rien ne nous garantit que son utilisation ne nuira pas. Pour relever ce défi systémique, remettons de l'humain et du vivant dans le champ trop longtemps aseptisé des sciences techniques. Ouvrons-nous davantage à d'autres disciplines, comme nous l'avons déjà fait, la sociologie, les sciences politiques, l'histoire, la philosophie, pour donner des exemples, mais aussi des savoir-faire dont notre génération est la première à ne pas avoir hérité du tout, en maraîchage, mécanique, construction, soins aux autres, artisanat, toutes ces choses qui salissent les mains en réparant et construisant plutôt qu'en détruisant et aliénant. Le second biais est que cette formation élitiste a pu nous laisser croire que parce que nous avions réussi l'un des concours les plus difficiles, nous serions les plus intelligents, les plus capables, les plus à même de répondre à tous les problèmes qui se présenteraient à nous, nous coupant du même coup de la réalité sociale de notre pays. Redescendons sur terre. Taisons-nous 2 minutes pour une fois et écoutons. Écoutons véritablement. Les problématiques que nous considérons comme essentielles sont-elles celles auxquelles la majorité de la population française est confrontée? Les solutions que nous proposons, que nous pensons bonnes, ont-elles du sens? Sont-elles vraiment justes pour toutes et tous? Repartons du terrain. Soyons à l'écoute des hommes et des femmes qui nous entourent et qui ont beaucoup plus à nous apprendre que ce que nos prédécesseurs ont bien voulu entendre d'elles et eux. Si leur voix n'est pas audible dans le débat public, contribuons aussi à la faire entendre pour que la démocratie reste saine et vivante. Les réponses à l'urgence environnementale et sociale seront citoyennes ou ne seront pas. Mais alors nous, concrètement, face à l'urgence écologique, que doit-on faire? Déserter, comme l'ont proposé nos camarades de l'agro, ou agir de l'intérieur? Certaines et certains d'entre nous ont choisi la recherche, fondamentale ou appliquée, pour que les trajectoires sociales et techniques se basent sur les meilleures connaissances. D'autres s'engagent pour la puissance publique ou en politique, pour impulser et mettre en œuvre des politiques publiques à la hauteur des enjeux. D'autres encore
ont créé ou rejoint des startups pour passer à l'échelle des solutions techniques, car il y en a. Et malgré la vigilance qu'il faut avoir à leurs propos, elles seront utiles. D'autres ont rejoint des grandes entreprises, convaincus qu'il faut les infiltrer pour inclure l'urgence écologique au cœur de leur stratégie. D'autres encore ont choisi des think tanks ou des groupes de réflexion radicaux. D'autres ont pris des engagements personnels ou associatifs. Et enfin, certains se sont engagés dans des parcours de rupture, choisissant de renverser la table et de choisir d'autres nouveaux horizons. Dans toutes ces voies, la remise en question constante est absolument nécessaire. Nous n'avons plus le temps de nous donner bonne conscience. Nous n'avons plus le temps de nous voiler la face. Nous n'avons plus le temps de choisir des voies de non-action. Nous n'avons surtout plus du tout le temps de contribuer à l'aggravation de la situation. En parallèle de nos engagements professionnels ou associatifs, nous pouvons montrer l'exemple en adoptant un mode de vie plus sobre, respectueux des limites de notre planète et du faible budget carbone qu'il nous reste à émettre. Oui, ça va nous demander de remettre en cause en profondeur nos modes de vie. Remettre en cause notre façon de voyager en limitant drastiquement l'avion, notre façon de manger en arrêtant la viande à tous les repas, notre façon de se loger en vivant dans moins de mètres carrés. Cette sobriété est nécessaire, mais elle n'est pas synonyme d'une vie triste. Au contraire, c'est un retour les pieds sur terre. Une opportunité pour ne plus confondre bonheur et surconsommation, et pour substituer au capital économique et financier la richesse des liens humains. Nous sommes déterminés, mais ne pouvons pas agir seuls. Nous ne pourrons relever le défi écologique qu'avec l'implication active des décideurs et décideuses économiques et politiques. Alumni de l'école polytechnique, nous nous tournons vers vous. Engagez-vous. Faites véritablement vôtre cette posture d'humilité et de remise en question. Rappelez-vous-en, notre devoir est de servir l'intérêt général. Cette responsabilité, c'est aussi la vôtre. Alors, que va-t-on faire de ces 40 prochaines années ? Nous voulons partager avec vous notre envie de rêver à quelque chose de nouveau. On ne résoudra pas le défi écologique par le déni ou l'inaction. Ayons ensemble le courage d'oser. Osons questionner le paradigme actuel et sortir des sentiers battus. Osons transformer les modèles et imaginer de nouveaux futurs. Osons construire un avenir différent de celui qui semble tout tracé aujourd'hui. Un avenir soutenable, un avenir juste, un avenir heureux. La société que nous voulons n'est pas une société plus dure, plus triste, de privation subie. C'est une société plus agréable, plus sereine, de ralentissement choisi. Même si la tâche ne sera pas aisée, c'est une perspective profondément enthousiasmante. Une perspective qui nous donne aujourd'hui envie d'essayer de réfléchir avec un esprit scientifique ouvert et de co-construire avec détermination, toujours dans une recherche profonde et vraie d'humilité et d'écoute. Chers camarades, engageons-nous pleinement. Devenons ensemble les polytechniciennes et polytechniciens, acteurs et actrices d'un futur soutenable et surtout d'un futur désirable. Engageons-nous maintenant, car il est déjà si tard.